Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde versée en Moyen-Orient. Qu'on commence avec ce compte rendu, le président Abdel Fattah el-Sisi participe aux activités du sommet États-Unis-Afrique qui se tient actuellement dans la capitale américaine, Washington, depuis mardi et devra clôturer ses travaux aujourd'hui. Le président el-Sisi s'est concentré lors de ce sommet sur les questions qui préoccupent les pays africains à la lumière des défis mondiaux existants, de renforcer le partenariat afro-américain pour faire face à la crise de la sécurité alimentaire et faciliter l'intégration des pays africains dans l'économie mondiale afin de bénéficier de ces opportunités et avantages dans la croissance économique, le transfert de la technologie et la promotion des investissements étrangers. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé à l'échelle. Le sommet États-Unis-Afrique, qui a débuté mardi, devra clôturer ses travaux ce jeudi après 3 jours de pourparlers et d'entretiens entre les chefs des États et des gouvernements de 49 pays africains. Il s'agit du deuxième sommet du genre, alors que le premier sommet s'est tenu en 2014 au Maroc. L'intervalle entre les deux sommets était long, compte tenu de la propagation du coronavirus et des élections américaines. Le programme de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi aux États-Unis a compris la tenue de réunions avec un nombre de hauts responsables américains pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales d'une manière qui réalise les intérêts communs des deux pays et peuples amis, ainsi que la poursuite des consultations et de la coordination mutuelle sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président el-Sisi a assisté hier à sa résidence à Washington à un petit déjeuner de travail avec certains républicains de la Chambre des représentants des États-Unis. Il a souligné la stratégie et la profondeur des relations égypto-américaines tout en espérant améliorer et renforcer le partenariat dans divers domaines. Le président el-Sisi a affirmé son souci de s'entretenir avec les décideurs aux États-Unis dans le cadre de la coordination et de la concertation entre les deux pays amis sur certaines questions. De leur part, les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont exprimé leur honneur de rencontrer le président el-Sisi, soulignant que l'Égypte est un allié majeur des États-Unis au Moyen-Orient. Ils ont également exprimé leur appréciation pour le rôle central de l'Égypte étant le pilier de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen et en Afrique, outre les efforts réussis de l'Égypte afin de faire face à la menace du terrorisme et de l'idéologie extrémiste, et d'établir les concepts de la tolérance religieuse, ainsi que ses efforts équilibrés et sages sous la direction du président, afin de trouver des solutions aux diverses crises qui existent dans la région. De même, l'entretien a porté sur l'évolution de la question du barrage de la Renaissance. Pour sa part, le président el-Sisi a affirmé la position ferme de l'Égypte visant à préserver sa sécurité hydrique en concluant un accord juridique contraignant en ce qui concerne les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage, compte tenu de la dépendance totale de l'Égypte vis-à-vis du Nil en tant que source principale d'eau. À cet égard, les membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont exprimé leur pleine compréhension des préoccupations et de la situation de l'Égypte concernant cette question délicate liée à la sécurité nationale égyptienne. Le président el-Sisi s'est entretenu le soir avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le président el-Sisi a insisté lors de son allocution devant le sommet sur l'importance d'intégrer les pays du continent à l'économie mondiale pour qu'ils puissent augmenter les investissements, se procurer les technologies de pointe, implanter des industries et faire face au changement climatique. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, premièrement, comment voyez-vous ce sommet et le moment choisi pour tenir ce sommet, ce deuxième sommet afro-américain, le premier étant en 2014 au Maroc et le deuxième à présent, surtout une semaine juste après les réunions du sommet sino-arabe qui s'est tenu à Riyad la semaine passée? Vous venez de dire, une semaine après la réunion qui a eu lieu à Riyad avec la Chine, etc. Avec la Chine, le président chinois Xi Jinping. C'est ça, justement. Ouais. Et c'est pour ça que il était temps que l'Amérique sente qu'elle est très en retard à propos de l'Afrique en général. Ouais. Le dossier africain n'a pas été d'une importance ou d'une priorité
une grande priorité chez l'Amérique. Oui. Maintenant, elle voit que les choses commencent à changer et que les directions de l'Afrique commencent à se diversifier, etc. Et si jamais elle ne prend pas un certain avantage et elle jouit du timing, Oui. elle va perdre beaucoup. C'est pour ça que le président américain a demandé que ce sommet prenne lieu et qu'il discute avec les dirigeants africains. Je pense qu'il va parler de tout. Économie, relations bilatérales, investissements américains, etc. En plus, comme vous l'avez mentionné dans votre rapport, sûrement il y aura une discussion, vu que les présidents de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie sont là. Oui. Ils vont parler certainement du barrage de Renaissance. Et j'espère bien, je suis optimiste que cette fois-ci, on va réussir à aboutir à une sorte de contrat, une sorte de convenu, comme quoi les trois pays sont d'accord sur ce qui a été déjà signé il y a quelques années comme préliminaire. Maintenant, j'espère et je sens que cette fois-ci, ça ira beaucoup mieux. Parfait, Dr. Aouga Farantouna, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Passons aux territoires occupés où des journalistes palestiniens racontent de quelle manière ils sont régulièrement la cible de l'armée israélienne et de la police israélienne et des colons israéliens également. Ils déclarent qu'Israël leur a effectivement déclaré la guerre avec la mort de Shirin Abu Akleh au mois de mai dernier. Des membres de la presse sont régulièrement blessés, arrêtés, harcelés par les forces israéliennes qui les empêchent de voyager hors de la Cisjordanie vers la Jordanie, Israël ou même la bande de Gaza, affirme-t-il, ajoutant que les médias étrangers pour lesquels ils travaillent sont contraints de les expulser. Environ 1200 journalistes palestiniens en Cisjordanie pensent que les atrocités régulièrement perpétrées contre eux hors ligne et en ligne font partie d'une campagne israélienne destinée à les empêcher de dénoncer les crimes de l'armée israélienne et de la police israélienne. Et le Parlement israélien, Knesset, a élu mardi un nouveau président, un vote qui ouvre la voie à l'adoption d'une série de mesures législatives nécessaires à la formation d'un nouveau gouvernement rassemblant des partis de droite, d'extrême droite et religieux. Yariv Levin, un proche du Premier ministre désigné Benjamin Netanyahu, chef de file du Likoud de la droite, vainqueur des élections législatives de novembre, a été élu avec 64 voix, soit l'ensemble des élus soutenant la nouvelle coalition. Il remplace Miki Levy du parti centriste Yesh Atid du Premier ministre sortant Yair Lapid. Ce changement de président de la Knesset, dont la fonction principale est de déterminer l'agenda législatif, ouvre la voie au vote d'une série de projets de loi pour attribuer les portefeuilles ministériels négociés par le Likoud et ses alliés. Il s'agit notamment de modifier la loi pour permettre à Aryeh Deri, leader de la formation orthodoxe séfarade Chasse, de devenir ministre malgré sa condamnation pour fraude fiscale au début de l'année. Et 3 militaires irakiens ont été tués et 3 autres blessés hier dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule de patrouille dans une zone agricole au nord de Bagdad. C'est ce qu'ont annoncé les forces de sécurité. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. C'est produite dans les verges de Tarmiya, une municipalité rurale située à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale et où des cellules terroristes sont encore actives. Dans un premier temps, une source de sécurité avait fait état de l'explosion d'une bombe posée en bordure de route durant une patrouille dans la région de Tarmiya.
Un lieutenant-colonel à la tête d'une unité d'infanterie, mais aussi 2 soldats ont été tués. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à l'appel à la prière. Et de retour, chers téléspectateurs, 2 dirigeants du groupe terroriste Daesh ont été tués dans un raid des forces américaines dans l'est de la Syrie. C'est ce qu'a annoncé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM. Dans un communiqué, le CENTCOM a indiqué que ses forces ont mené avec succès un raid par hélicoptère dans l'est de la Syrie à l'aube, tuant 2 responsables de l'organisation terroriste. L'un des 2 est identifié sous le nom de Anas, un dirigeant du groupe en Syrie qui a été impliqué dans la planification d'opérations sanglantes dans l'est du pays. Le communiqué ne fournit aucun détail sur le second. Je cite, le bilan initial indique qu'il n'y a pas eu de victimes civiles. C'est ce qu'a ajouté le communiqué qui souligne l'engagement des États-Unis à faire face à la menace de l'organisation extrémiste en partenariat avec les forces locales. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, Rami Abdelrahman, l'opération a été menée en coopération avec des éléments au sein des forces démocratiques syriennes à Al-Zour, village de la province de Deir ez-Zor. Des centaines de soldats américains déployés dans le nord-est de la Syrie, dans le cadre de la coalition antiterroriste, continuent de combattre avec les FDS et de cibler les dirigeants de Daesh dans le pays depuis la défaite de ce groupe en 2017 en Irak et en 2019 en Syrie. Et nous terminons avec cette nouvelle sportive mondiale. Les Bleus mettent fin à l'aventure des Lions de l'Atlas et vont en finale. L'équipe de France a battu le Maroc 2-0 hier soir à Al-Khor et se hisse en finale de la Coupe du Monde pour la 2e fois de suite. Kylian Mbappé et ses partenaires retrouveront l'Argentine dimanche prochain à 16h. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Moyen-Orient. Terminons cette édition. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.